D'abord, on a une question de mise en œuvre. On a discuté et on s'est mis d'accord sur beaucoup de choses, un agenda climatique, l'agenda de Paris. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas au rendez-vous, tous ensemble, exactement de nos actes. Et donc, je pense que la priorité des priorités, c'est de manière coordonnée, de tout faire pour tenir nos engagements. Je dis de manière coordonnée parce que, en quelque sorte, le passager clandestin peut détruire tout le système. Tout ça ne marche que si on avance ensemble au même rythme pour ne pas créer des biais de compétitivité. Et c'est en cela que les dernières années ont été capitales. Au moment où les États-Unis d'Amérique avaient décidé de quitter l'accord de Paris, à l'été 2017, il y avait un grand risque. Et moi, je regarde quand même les années qui viennent de s'écouler comme des années de résistance formidable où le château de cartes ne s'est pas effondré parce qu'on a tous ensemble tenu. On a créé cette initiative du One Planet Summit le 12 décembre 2017 avec ces coalitions. Tous ensemble, on a tenu, Européens, avec beaucoup de pays émergents développés, avec la Chine, il faut bien le dire aussi, qui a coopéré très fortement, et avec le secteur privé et les États fédérés américains. Et là, on a une administration américaine dont le premier geste est de revenir dans les accords de Paris. Donc moi, mon premier objectif, c'est qu'on tienne justement ces accords de Paris, rehaussement de nos objectifs 2030. Nous l'avons fait en européen en décembre dernier, avec la réduction d'émissions comme on l'a dit, de moins 55%, ce qui est un objectif très, très important. Deuxième point, neutralité carbone 2050, sont les deux points de passage absolument décisifs pour, dans les prochaines années, structurer nos comportements. Derrière, il faut qu'au niveau régional et national, on décline ces stratégies. Et c'est là le plus dur, c'est-à-dire avoir un prix carbone suffisamment élevé, des mécanismes qui incitent nos entreprises et nos investisseurs à aller plus vite dans la direction, des mécanismes d'accompagnement et de sanctions pour que les entreprises, les ménages puissent aller plus vite et plus fort, qu'on renouvelle plus rapidement notre parc automobile, qu'on change plus vite la rénovation de nos bâtiments, etc., etc. Donc ça, c'est le premier pilier, il est essentiel. Le deuxième pilier, il est d'embarquer véritablement tout le secteur financier et toutes les entreprises. Et ça rejoint la discussion qu'on avait jusqu'avant. On a des coalitions très importantes à cet égard, et moi je crois beaucoup à l'initiative qu'on a mise en place avec le One Planet Summit des Sovereign Wealth Funds, Asset Manager et Private Equity. Et on l'a réuni donc, le 12 décembre dernier en mode virtuel. Et maintenant, on a réussi à généraliser en effet une même nomenclature. Tout le monde s'est engagé avec la Task Force for justement Climate Financial Disclosure. TCFD est une vraie avancée à cet égard, et on a une même méthodologie, on avance. Et donc les investisseurs se sont engagés sur une méthodologie de mesure qui correspond exactement à ce que vous venez de dire, et qui maintenant est en train de se décliner sur les entreprises. Et par exemple, on a obtenu en décembre dernier, le 12 décembre dernier, que les 40 entreprises du CAC 40 français intègrent cette méthodologie. Ce qui veut dire qu'elles vont devoir reporter à leurs actionnaires, au marché, le fait qu'elles sont justement elles-mêmes conformes à ces engagements et qu'elles font des efforts. Troisième pilier de notre action, c'est qu'on fasse la même chose sur la biodiversité. Moi, je crois beaucoup qu'on ne tiendra l'engagement climatique que si on arrive à engager nos entreprises, nos investisseurs, nos pays sur un agenda biodiversité. C'est tout le sens d'ailleurs de ce qu'on a fait avec One Health, qui est de rassembler notre sujet santé humaine, biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique et contre la désertification. Mais je crois véritablement qu'on doit réussir à faire ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire, on n'est encore qu'au début sur le climat, sur la biodiversité. Et c'est très important parce que c'est des changements de production dans notre agriculture, c'est des changements de notre mode de consommation, de notre mode de vie. Et donc là, nous avons à bâtir cette année les règles communes. Et donc, quand vous dites qu'est-ce qu'on doit réussir à négocier de plus, eh bien, moi, je pense qu'à la COP de Kunming, on doit réussir à négocier l'équivalent de l'accord de Paris pour la biodiversité. Nous avons réuni il y a quelques jours à Paris, en mode virtuel, un One Planet Summit biodiversité. C'était le premier du genre. On a pris plusieurs initiatives très fortes. La Grande Muraille Verte, justement, dans 11 pays du Sahel et de la Corne de l'Afrique, réussir à lutter contre la désertification, beaucoup d'initiatives en matière de biodiversité.
Je crois qu'on a quelques leçons à retenir de ce qu'on vit tous ensemble depuis un peu plus d'un an et qui va encore durer, on le sait, pendant des mois. Certains nous disent des années, avec en tout cas une présence plus ou moins forte de ce virus. Je crois que la première chose que ça nous a enseigné, c'est qu'on ne peut pas penser l'économie sans l'humain. Alors ça paraît être une banalité de dire ça, mais enfin, nous avons fait dans tous nos pays quelque chose qui était considéré comme impensable, c'est-à-dire qu'on a arrêté toutes les activités économiques pour protéger des vies. Première leçon. Et on s'est rappelé que l'économie dont vous parlez, c'était une science morale, et donc que la vie des hommes primait sur les échanges et les chiffres. La deuxième chose, c'est que cette période nous rappelle notre vulnérabilité. À titre personnel, si je puis dire, j'en ai fait les frais en l'attrapant, mais comme organisation, entreprise, société, pays. Et la vulnérabilité, ça veut dire qu'on ne peut pas penser nos organisations, notre économie, sans l'intégrer. Et c'était au fond une idée qui nous paraissait, certains avaient plus conscience que d'autres sur ce sujet, mais qui nous paraissait parfois lointaine quand on parlait de l'écologie et du climat. Mais c'est la même notion, c'est de dire ce qui se passe autour de nous a un impact sur notre quotidien et peut en quelque sorte briser les chaînes, changer nos vies. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire qu'on ne peut rien reconstruire, à mes yeux, dans le monde d'après-Covid, qui ne tire les leçons de ces deux éléments fondamentaux. L'économie est redevenue une science morale et rien n'est au-dessus de la valeur humaine, et nos sociétés sont vulnérables parce que la nature nous le rappelle, et elles sont vulnérables face à des événements pandémiques, climatiques et autres. Et donc, l'économie de demain, fort de ces enseignements, mais de ce qu'on avait aussi avant, de ce qu'on savait, parce qu'il y a aussi on parle beaucoup des variants dans cette période, il y a aussi des invariants. Eh bien, l'économie de demain, c'est à mes yeux une économie qui va devoir penser à la fois l'innovation, la vulnérabilité et l'humanité. Est-ce qu'il va exister une aide financière pour les non-boursiers ? Parce que je connais des amis qui ne bénéficient pas de la bourse et qui ont des parents, par exemple, séparés et qui ont perdu en même temps ces jobs. Donc, est-ce que... voilà, c'était ma question. Par rapport à ça, le premier point qu'on va mettre en place pour le deuxième semestre, il est sur les repas. C'est de permettre à tous les étudiants qui le demandent d'avoir accès aux 2 repas par jour par les Restos U à 1 €. Et donc, on ouvrirait à tous les étudiants non boursiers et internationaux qui en font la demande, l'accès aux 2 repas qu'on peut aller prendre au Resto U à 1 € le repas. Ça, je pense déjà, c'est un premier point, quand je regarde les choses, qui permet sur la partie alimentation de répondre à cet élément de précarité qui est absolument décisif, parce que comme vous, moi, ça m'a... Donc là, pendant le temps de la crise, on va élargir ce qu'on fait aujourd'hui que pour les boursiers, et on va s'assurer avec l'ensemble des Crous qu'on se met partout en situation de pouvoir aller chercher les 2 repas, parce que je veux ni d'étudiants sous prétexte qu'ils sont non boursiers, qui doivent aller à l'aide alimentaire, ni d'étudiants qui ensuite vivent. Pendant le confinement, on n'a droit qu'à 1 repas par jour. L'année dernière, j'ai passé mon bac en contrôle continu, donc devant un ordinateur. J'ai commencé les études universitaires, j'ai passé 1 mois en présentiel, et après on nous a remis en distanciel. En fait, on n'a pas eu ces petits trucs qui nous a fait qu'on a le rythme d'un étudiant de droit, qu'on va à l'amphithéâtre, on voit les profs, on a un contact avec les étudiants, on va au Crous. On n'a pas eu cette chose qui nous a fait, ça y est, on est en études supérieures, c'est plus le bac, c'est plus la terminale. C'est extrêmement compliqué de suivre donc 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, plus après CTD, face à un ordinateur. Comment est-ce que vous avez des solutions pour nous, par exemple, étudiants qui au moins avions espérance de retourner en présentiel pour les TD? Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont proposées ou pas? Vous avez vécu une année totalement atypique, vous. Et ce qui est vrai, c'est qu'à votre place, il y a une forme d'injustice. Ceux qui sont en classe prépa, ils ne sont pas réduits au distanciel à plein. Quelqu'un qui bosse, qui a votre âge, il fait plutôt du télétravail, mais il a le droit de revenir au moins 1 journée par semaine au boulot. Et donc, ce que j'ai demandé, c'est qu'on puisse ajuster les choses en tenant compte de la situation sanitaire. C'est-à-dire qu'au fond, on dit un étudiant qui soit en licence ou en master, il doit avoir à peu près les mêmes droits, il a les mêmes besoins que quelqu'un qui travaille.
Et s'il en a besoin, il doit pouvoir revenir une journée par semaine à l'université pour faire du présentiel, que ce soit en TD ou en cours. Et donc ce qu'on va construire, c'est une solution pour le deuxième semestre qui consistera à dire un étudiant ou une étudiante a le droit d'avoir 20% de son temps en présentiel. Et on doit essayer de tenir, c'est-à-dire un jour sur 5. Et on doit essayer de tenir aussi pour que ce soit jamais plus de 20%, ce qui permet d'avoir des distances, ce qui permet aussi de ne pas avoir trop de monde sur un site. On ne peut pas, vous, compte tenu de ce que votre génération a déjà vécu, ne pas prendre en compte le fait que vous avez le droit aussi d'avoir un peu besoin quand même de présentiel, d'échanger avec des profs, de croiser d'autres élèves. Mais on doit le faire en tenant en compte cette situation sanitaire. Et donc voilà, c'est dire l'équivalent d'un jour par semaine pour ceux qui en ont besoin et qui le demandent. Il y en a qui vivent très bien avec le distanciel, qui sont organisés, il ne faut pas les obliger. Mais c'est à vos profs de gérer, à vous aussi de demander. Ce n'est pas une rouverture normale, mais que pendant ce deuxième semestre, et donc pour votre cas sur les TD ou les cours, oui, il y aura un aménagement qui permettra de faire ça.